Place à Sébastien. Bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je vous propose de commencer sans attendre. Quelques mots sur le contexte. BNP Paribas Personal Finance est connu surtout dans le domaine du crédit à la consommation via sa marque commerciale CTLM, sans faire de publicité, son personnage dans les médias, Crédito. Et dans le domaine IT, on a basculé en organisation agile à l'échelle en octobre 2021 avec deux axes majeurs. Le premier, agiliser nos pratiques, introduire l'agilité de type Scrum. Et le deuxième principe consiste à séparer les activités opérationnelles de type delivery, de type fourniture de solutions logicielles pour nos entités métiers, et les activités strictement IT, qui sont, elles, portées par des entités de type centre d'expertise. Donc, je fais partie du centre d'expertise testing à la DSI France, avec deux types de profils. Des profils techniques, plutôt en charge de développement de solutions, d'outils de test, d'automatisation, de support, de R&D, et des profils plutôt orientés métiers, qui, eux, vont prendre en charge la formation, la communication, le pilotage de certains projets, et une activité importante aussi sur le recrutement, le sourcing, qui aujourd'hui est un sujet important pour chacun d'entre nous, je pense. Et les tribes en charge du delivery, avec des squads. À la DSI France, nous avons 35 squads, donc un effet de taille assez important. Ces squads sont regroupés dans des clusters en fonction de la proximité des applicatifs qui sont développés par chaque équipe, proximité technique ou fonctionnelle. Et enfin, le niveau tribe est le niveau le plus important. Il regroupe un ensemble d'équipes via les squads et les clusters. Un exemple, la tribe auto, chargée de délivrer des solutions de financement pour la mobilité, avec 3 clusters. Un cluster en charge de délivrer des solutions applicatives pour les concessionnaires. Un deuxième cluster en charge de l'APIisation de nos systèmes d'information, donc pour l'offre plutôt orientée Internet, et un troisième cluster qui va délivrer des solutions digitales de type entrée en relation, exemple sur le point de vente, des applications de tarification qui s'installent sur téléphone portable pour aider les commerciaux à proposer en temps réel les bonnes offres aux clients. Alors, quels sont les objectifs de cette animation de communauté de test dans un contexte agile? Le premier consiste à proposer un cadre commun. Alors pourquoi proposer? Tout simplement parce que vous ne pourrez pas imposer. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça, sur le fond et sur la forme. Et j'ai envie de dire c'est impossible à faire, parce que c'est trop compliqué et ça évolue tout le temps. C'est un sujet qui a été abordé précédemment par Arthur Magne aussi. Et on est exactement sur ce type de problématique. Alors pourquoi un cadre commun? Vous l'avez vu, on est sur une notion d'agilité à l'échelle, avec un enjeu fort de faire travailler ensemble nos équipes pour délivrer des solutions. Vous l'avez vu, on doit faire interagir plusieurs squads, plusieurs clusters pour délivrer une solution commune. Donc nos équipes doivent travailler ensemble et ça fonctionne uniquement si elles auront un outillage commun et une méthodologie de test commune. On a aussi un contexte particulier chez BNP Paribas, c'est souvent le cas dans le secteur bancaire. Pour des raisons de sécurité, on nous impose un certain nombre d'outils et on n'a pas une totale liberté de choix. Et c'est pour cette raison-là aussi qu'on doit promouvoir ce cadre commun tout en respectant les principes d'autonomie des équipes, bien sûr. On veut aussi favoriser le partage et la collaboration. Donc ça passe principalement par la notion d'appartenance à un groupe de test, un groupe de personnes qui portent l'enjeu de la qualité. Donc ces personnes-là vont se regrouper sur la notion de métier commun, mais pas forcément exercer de la même manière. Et c'est aussi des personnes qui vont se retrouver au travers de l'entraide, au travers de la collaboration. Récemment, on a eu un cas d'une personne qui a intégré l'entreprise et la communauté juste quelques semaines avant et qui était en difficulté pour
pour trouver ces jeux de données, basiquement, parce que très vite, c'est compliqué. Et il a sollicité la communauté. Et les testeurs plus seniors, plus aguerris, ont tout de suite répondu, changé leurs propres priorités pour, dans une logique d'entraide. Et c'est quelque chose qui est important chez nous, qu'on arrive à insuffler et qui s'auto-alimente. Sur cette notion de partage et de collaboration, c'est aussi un esprit d'ouverture à inculquer, une ouverture pour les consultants qui viennent de l'extérieur, qui nous apportent des expériences nouvelles, des connaissances nouvelles, donc un intérêt pour découvrir. Et aussi finalement en interne, vous l'avez vu, on est une DSI de dimension assez importante. Ces 35 squads ont des contextes techniques et applicatifs différents. Et donc, il y a aussi matière à échanger entre ces équipes. Et enfin, promouvoir les meilleures pratiques. Là, c'est clairement la notion d'ambition, l'envie de s'améliorer. L'idée, c'est de créer un groupe décomplexé qui ose essayer, qui invente, qui se montre créatif avec une bonne émulation. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On va le voir un petit peu plus tard. On va voir le comment. Donc, nous avons 3 niveaux d'animation de cette communauté de test. Le premier niveau est le niveau global. C'est clairement la vitrine du centre d'expertise testing. Donc là, vous êtes sur un niveau de communication globale qui va adresser différents profils, c'est-à-dire des personnes qui exercent le métier du test à temps plein, qui ont vraiment une technicité, une expertise, on pourrait dire des professionnels du test. Vous le savez, dans les équipes agiles, l'enjeu de la qualité est porté par l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire par d'autres profils de type dev, PO, BA. Et donc, ces personnes-là qui font du test occasionnellement, vous devez les embarquer parce qu'elles contribuent à l'enjeu de la qualité. Et vous avez aussi des personnes qui ne participent pas directement au test, mais qui vont quand même à un moment donné intervenir dans la mise en œuvre de ces activités. Ça peut être des personnes en charge des environnements de test, ça peut être des personnes issues des entités métiers ou d'autres personnes. Et donc voilà, c'est un discours global. Alors, qui prend la parole? C'est souvent des membres de la communauté qui vont intervenir sur forcément des sujets globaux, on va dire. C'était récemment le cas sur des retours d'expérience suite à des tests sur des projets majeurs ou dans des cas concrets d'amélioration de nos pratiques sur du BDD, voilà, des choses que vous connaissez. Et quand on a une équipe qui atteint un certain niveau de maturité, elle prend la parole et tout simplement elle le partage aux autres. J'insiste sur la préparation de ces interventions. Comme vous adressez un public large, il y a vraiment un effet signal vitrine qui est fort, donc il faut le prendre en compte. Et la diversité des personnes qui font partie de cette communauté et finalement aussi les personnes que vous adressez. Donc voilà, un travail préparatoire important. Le COI se permet d'intervenir aussi sur des sujets globaux, type outils de gestion de tests ou des choses comme ça. Donc c'est une fois par mois et ça dure 2 heures. Et on a classiquement un team de partage qui permet à cette communauté d'interagir au quotidien sur des sujets qui impactent tout le monde. On a un niveau intermédiaire. Là, on est clairement sur le bras armé du centre d'expertise testing. C'est vraiment le niveau qui permet de faire évoluer nos pratiques. Donc, on a clairement 2 leviers. Le premier, autour d'un système de test automatisé commun. On a fait le choix d'un système de test automatisé développé en interne, assez classique, avec une couche Java et une couche de commande Gherkin. C'est un outil qui a été, le socle a été développé par le COI. Aujourd'hui, on a clairement une communauté de testeurs qui co-utilisent et co-développent l'outil. Les profils techniques interviennent davantage sur la partie Java, la partie programmation. Les profils fonctionnels interviennent plus sur le langage Gherkin, les aspects fonctionnels. Et autour de cet outil, on a une vraie émulation, une vraie collaboration de tous, une envie de co-construire, de co-partager. Et en même temps, ça vous permet de fournir en sortie
un système de test automatisé qui va répondre au mieux à vos enjeux, à vos contextes, à vos besoins, puisqu'il aura été co-construit en interne. Le deuxième levier, on l'appelle les squads éphémères. On va créer des petites équipes qui vont être clairement dédiées à l'atteinte d'un objectif précis sur des délais assez courts, avec des moyens, une trajectoire identifiée. Alors si on est plutôt sur de la découverte, de la recherche, on sera sur un principe de POC, ça sera majoritairement avec des personnes du centre d'expertise. On l'a fait récemment pour découvrir les données synthétiques. On pourrait le faire sur quelque chose comme ChatGPT, probablement. On a aussi des squads éphémères qui vont être plus orientés sur l'amélioration des pratiques au sein de nos équipes, donc qui vont intégrer des personnes des tribes pour délivrer des solutions un petit peu plus concrètes. On l'a fait récemment avec un outil que vous connaissez tous qui s'appelle Dynatrace pour l'intégrer à nos process de test. Et là, on est plus sur une logique, pour ceux qui connaissent, d'OKR, avec la notion de qui résulte plus dans la zone d'influence du centre d'expertise testing. L'aspect communication est important, il est assez classique, on est sur des canaux Teams et des espaces Confluence, avec un point d'attention sur ces canaux, n'embarquer que les personnes qui font partie directement de l'équipe. On est dans une logique opérationnelle. C'est ceux qui participent au sujet, qui interagissent. Si vous élargissez trop, si vous ouvrez trop, vous allez très vite dénaturer votre canal et avec des considérations globales, des avis. Et ceux qui font vont se désintéresser, vont sortir et vous allez perdre en efficacité. Peut-être certains d'entre vous ont des questions ou des remarques. Le dernier niveau est le niveau individuel. C'est un niveau important parce que c'est celui qui vous permet de créer un lien avec chaque testeur. C'est ce niveau qui vous permet de connaître chaque membre de votre communauté de test, les profils, les expertises, les contextes techniques fonctionnels. Et c'est aussi un niveau qui permet de créer un lien direct avec eux. Un centre d'expertise, le risque, très vite, c'est d'apparaître comme quelque chose d'abstrait, de lointain. On s'interroge sur son utilité, on se questionne sur l'occupation des personnes qui vont le composer. Par ce lien direct, vous créez de la proximité, vous créez de la réalité et vous créez tout de suite des échanges. Quelques façons de faire. La DSI France, nous, on préfère une fréquence régulière. On a un point de rencontre tous les 15 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se perd très vite de vue. Si on ne se parle pas fréquemment, on s'oublie, on n'a plus d'intérêt à échanger. Comme l'expliquait Arthur, on pense que l'autre sait ce que je sais réciproquement. Et très vite, c'est une illusion. Et en termes de qualité, on le paye au prix fort. On est sur une durée courte parce que le temps est précieux. On manque de temps, on est souvent en retard, on le vit au quotidien sur les métiers du test. On veut du contenu. Donc effectivement, on va parler de nos pratiques de test, les méthodes, les outils, les contextes, les techniques. Mais on va en même temps s'autoriser à parler d'autres sujets en dehors du test, peut-être en dehors de l'IT, parce que l'intérêt, c'est aussi de créer un lien entre deux personnes, un lien interpersonnel. On travaille ensemble, on échange, on collabore, mais parce qu'on se connaît. L'autre nous connaît réciproquement et c'est un point important. Bien sûr, on évite les sujets clivants que l'on connaît tous, la religion, la politique, j'en passe. Et on est dans une posture, autant que possible, d'écoute, de partage et d'absence de jugement, mais ça, vous le savez déjà. Ce lien avec chaque testeur va alimenter la relation avec le niveau collectif. À partir du moment où vous connaissez chaque membre de votre communauté, vous connaissez sa manière de faire, vous identifiez les améliorations qui sont mises en œuvre, vous allez très facilement alimenter les niveaux intermédiaires et le niveau global dont on a parlé. Vous n'aurez aucune difficulté à constituer vos squads éphémères pour vous améliorer. Et vous aurez souvent plus de sujets pour le rendez-vous mensuel que vous pouvez en diffuser quelque part.
Et c'est une position qu'il est intéressant d'avoir dans nos organisations. Un dernier point, tout ça, ça fonctionne sur la base du volontariat. On n'est plus dans un monde où on peut imposer, ça ne marchera pas. Alors on se parle fréquemment pour une durée courte, mais on se parle quand on est disponible. C'est-à-dire que si un testeur doit publier un PV ou a des choses à faire, eh bien, il annule, c'est pas grave, parce que ça va appuyer ce principe de volontariat. Et c'est pareil pour ceux qui vont animer cette communauté. Autorisez-vous à annuler certains points si vous n'êtes pas disponible, parce qu'il y a aussi un principe d'égalité. Une relation interpersonnelle, elle fonctionnera si elle est basée quelque part sur un pied d'égalité. L'animation de communauté de test a aussi une dimension temporelle. Elle va débuter avant l'arrivée du testeur dans la communauté. Elle va arriver au moment du recrutement, parce que souvent, ça fait partie des exigences, j'ai envie de dire des meilleurs profils. Il y a souvent des attentes. Si votre communauté, elle existe, elle fonctionne, vous pouvez en parler. Et ça peut être un facteur de recrutement pour un candidat. C'est aussi quelque chose qui peut favoriser les mobilités en interne, parce que le métier du test devient mieux connu, devient accessible. Et quelque part, c'est quelque chose qui peut sécuriser une mobilité interne. On sait qu'on rejoint une communauté, on sait qu'elle est basée sur l'entraide. Et du coup, on peut essayer plus facilement. Cette dimension temporelle, elle va se poursuivre jusqu'à la fin de la mission, quelles que soient les raisons du départ, quelle que soit la durée de la mission. Vous devez le même niveau d'animation avec chaque testeur jusqu'au dernier jour de la collaboration. À une époque, on disait qu'il faut savoir terminer des accords commerciaux. En sous-jacent, c'était la concurrence. J'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est la même chose avec les communautés de testeurs. Donc, vous assurez les points individuels, vous faites intervenir vos testeurs, vous les embarquez dans des équipes jusqu'à la fin de la collaboration. Et elle se poursuivra certainement au-delà, via des recommandations, via les réseaux sociaux pro. Ça peut favoriser la cooptation. Et on a un exemple encore récemment sur Nantes. On avait une consultante qui est restée 3 ans, qui a réussi sa mission, qui fonctionnait bien. Elle est partie 18 mois parce qu'on a des contraintes avec les achats. À présent, elle veut revenir. Et elle connaît déjà le contexte et elle sera efficace tout de suite. Et c'est bien pour tout le monde. Bien sûr, cette collaboration, elle dure... cette animation, elle dure pendant toute la durée de la collaboration. Ça, on en a un petit peu parlé, au travers des 3 dimensions globales, intermédiaires et individuelles. Alors cette relation, c'est aussi une dynamique à 360 degrés. Ici, je voudrais surtout attirer votre attention sur certains éléments qui peuvent rendre cette animation compliquée. Sur la dimension verticale, donc bottom-up, top-down, donc là on est soit sur le cadre global, soit sur l'identification des meilleures pratiques dans une logique de diffusion. On a 2 points d'attention majeurs, c'est la diversité des contextes et la diversité des niveaux de maturité agile. Vous allez adresser l'ensemble de votre communauté, mais ils n'ont pas les mêmes problématiques, ils n'ont pas les mêmes niveaux de maturité, ils n'ont pas les mêmes technologies à adresser. Donc ça à prendre en compte dans le discours. Essayez de créer du lien, c'est-à-dire forcément, vous pouvez difficilement embarquer tout le monde, mais essayez de faire le lien avec ceux qui sont moins impactés. Et en dernier recours, il faut le reconnaître, parce qu'une personne qui assiste à une présentation qui ne le concerne pas, et si on ne fait même pas attention à lui, il va très vite se sentir exclu et s'auto-exclure. Et enfin, sur la dimension horizontale, au niveau collectif, pour tout ce qui concerne la collaboration, c'est la diversité des profils. Vous avez des juniors, vous avez des seniors, vous avez des profils techniques, vous avez des profils fonctionnels. Donc là, pareil, la plus grande vigilance sur la constitution des équipes. Dans certains cas, vous allez mettre ensemble des profils similaires pour essayer d'avancer plus vite. Dans d'autres cas, vous allez prendre des profils complémentaires pour atteindre des objectifs parce que vous avez besoin des compétences de chacun. Tout ça, ce n'est pas très compliqué, mais
faut être vigilant, il faut faire attention. Et en fait, à partir de là, il n'y a pas connaître sa population et il n'y a pas de raison que ça dysfonctionne. Au niveau individuel, là, on est plus sur les organisations agiles à l'échelle, pour ceux qui les connaissent, où on a une nouvelle répartition des rôles. J'ai envie de dire une dispersion. Vous avez d'un côté les Scrum qui auront une bonne vision de l'activité des testeurs sur le terrain. Chez nous, on a des chapter leaders qui auront la vision plutôt RH, donc la formation, des expertises, des choses comme ça. Et le COI qui a la vision testing métier du test. Donc là, le point de vigilance consiste à créer une bonne collaboration entre ces trois profils pour que le testeur ait le sentiment d'être écouté, d'être compris, d'être accompagné, et inversement, pour qu'il ne soit pas perdu entre des discours radicalement différents des uns des autres. Quelques critères de réussite. On pourrait dire conditions de réussite. Il y en a certainement d'autres, ça dépend des organisations. Le premier, cette animation, elle doit être réalisée en dehors des structures managériales et en dehors des structures de pilotage de projet. Pourquoi ? Si vous commencez à parler entretien annuel, si vous commencez à parler prime, bonus, votre animation, elle ne fonctionnera plus. Si vous vous laissez attirer par l'urgence des projets, vous commencez à parler PV de test, anomalie post-MEP, coût du test, c'est pareil, ça va se dégrader, ça va collaborer moins bien, ça communiquera moins bien. Donc il faut vraiment être en dehors de tout ça pour se concentrer sur le métier, sur l'activité, avec quand même un sponsoring fort de la direction. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est quand même important pour exister sur les enjeux de la qualité. Le deuxième, c'est l'expertise. On anime une communauté de métiers du test. Alors, il faut quand même en avoir une connaissance. Elle peut être technique, elle peut être fonctionnelle. Mais en même temps, il faut être dans une démarche affichée d'apprentissage permanent. Parce que celui qui anime la communauté, forcément, il ne sait pas tout, c'est absolument impossible. Et si vous êtes vous-même en tant qu'animateur dans cette démarche, c'est-à-dire si vous avez peut-être une certaine seniorité, vous allez apprendre avec des profils plus techniques, et inversement, il y a un phénomène de mimétisme qui apparaît très facilement et qui permet d'être dans une logique d'apprentissage partagé, y compris pour ceux qui animent. Et enfin, une dimension coaching, c'est la dimension interpersonnelle qui a été abordée. On est vraiment dans l'échange, le partage, l'absence de jugement et la notion de volontariat. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation assez courte. Merci. Merci pour votre attention. Merci Sébastien. Alors, si vous avez des questions ou des suggestions, ou vous voulez partager... Oui, bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Oui, c'est vrai. Juste tout ce que vous venez d'évoquer, depuis quand l'avez-vous mis en place ? Ça fait bientôt 2 ans. Et au niveau de la pérennité, parce que c'est très dur à garder pérenne. Vous posez une excellente question. Alors effectivement, si je peux me permettre, c'est une excellente question. J'en discutais un peu en coulisses avec d'autres présentateurs. Aujourd'hui, on a un enjeu fort, c'est de se renouveler. Effectivement, ça marche. Je pense que ça marche bien. Il y a dans la salle certaines personnes qui ont travaillé dans nos équipes. Elles pourraient éventuellement en parler. Mais oui, le modèle ne doit pas être figé. Peut-être dans d'autres domaines, finalement, on peut retrouver ça. Et il faut constamment se réinventer, le faire évoluer. Et c'est clairement notre sujet du moment. Et pendant le buffet, si certains ont des suggestions à me faire parvenir, d'ailleurs, je serai très intéressé. Une autre question ? Vous avez parlé de 35 squads. Oui.
Ça fait une équipe de combien de personnes au total, grande ligne? À la DSI France, on doit être entre 350 et 400 personnes. Ok. Effectivement, c'est des équipes de 8-10 personnes. Mais il y a aussi les centres d'expertise dont je fais partie. Chacun sera staffé à hauteur de 8-10 personnes également. Donc on arrive sur des équipes assez conséquentes. Ok, merci. Après, on essaie de répondre à nos enjeux business qui sont en termes de diversité de métiers et de spectre de clientèle et de canaux de distribution, avec nous aussi des évolutions fortes. Le métier du crédit évolue vers locatif, on est sur la digitalisation, on a tout un tas d'enjeux à adresser avec un SI legacy toujours présent. Donc effectivement, on est assez nombreux. Ok, merci. Je vous en prie. Salut Sébastien, merci Salut. pour la présentation. Du coup, j'avais une question, c'était pour sur ces 35 squads, vous étiez accompagné par des coachs agiles, j'imagine. Ils étaient combien? Il y avait combien de coachs agiles et combien de testeurs, ça représentait combien de personnes en fait en tout? Bonsoir Anthony, ravi de te retrouver. Donc oui, on était accompagné par des coachs agiles dans le cadre d'un programme qui en interne s'appelait Yuko, qui signifie travailler ensemble en japonais. C'est un choix d'entreprise. On est sur 3 sites en région parisienne, à Nantes et ici à Mérignac. On avait entre 2 et 3 coachs par tribe. Voilà à peu près le dimensionnement, avec d'abord des séquences d'acculturation, parce que pour nous c'était nouveau. On était clairement très orienté cycle en V. Et puis après, au fur et à mesure de la déclinaison du modèle, comme vous l'imaginez, d'abord avec quelques équipes sur un site, et après on généralise. Oui, on a été accompagné par des coachs, et on a encore des coachs, mais des coachs internes beaucoup plus à présent, alors qu'au début c'était beaucoup des coachs externes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Des témoignages, oui. Alors, j'ai un témoignage à fournir parce j'étais dans une compagnie, Amadeus pour ne pas la nommer, où il y avait énormément de communautés. Et certaines communautés avaient tendance à baisser en activité et on a essayé de les maintenir à tout prix. Et en fin de compte, c'était une erreur. Parce qu'en fin de compte, il faut considérer qu'une communauté, elle a une durée de vie. Elle progresse, elle stagne et après elle chute. Et quand elle chute, il faut la laisser mourir, en créer d'autres. Et il ne faut pas s'acharner à maintenir une communauté quand elle n'a plus lieu d'être. Donc c'est un point important aussi. On a tendance à vouloir dire c'est bien, on voudrait la garder, on voudrait continuer. Non, à un moment donné, elle doit mourir et elle doit créer autre chose ou avoir un autre sujet. Donc c'est un point aussi qui est à prendre en compte. Oui, effectivement, je suis complètement d'accord. Ça va de pair avec l'évolution de l'activité de test et plus globalement de la qualité dans l'entreprise. Et on voit aujourd'hui que le modèle du testeur qui fait du test issu du cycle en V, petit à petit évolue. Et à l'image de notre communauté qui aujourd'hui adresse cette évolution en s'élargissant, en intégrant de nouveaux profils, de nouvelles personnes, à un moment donné, la communauté ne pourra pas être la moitié de la DSI. Et sans doute, il faudra trouver un autre modèle, effectivement. Est-ce que vous avez des communautés parmi vous, dans vos entreprises, et vous voulez partager un petit peu là-dessus? Bonsoir et merci pour la présentation. Bonsoir. Moi, ce que j'ai constaté dans les communautés, c'est plutôt des problèmes, parce qu'en fait, il y a 2 choses majeures. Le premier, c'est qu'une communauté, c'est porté par un leader, peut-être 2, et si les leaders ils sont plus là, il n'y a plus rien qui se passe. Et souvent, comme ils organisent tout, c'est eux qui prennent toute la charge mentale, et donc ça les épuise et ça les fatigue. Et c'est comme ça que j'ai vu aussi des échecs de communauté. Et l'autre problème que j'ai eu dans la communauté, c'est la disparité de niveau. Et donc les sujets qui vont être abordés, c'est le premier, on va dire, qui lance un truc un peu intelligent, qui va lancer tout le reste de la communauté. Et en fait, il y a des gens qui vont rien apprendre et qui vont au contraire se sentir je ne sais rien par rapport à ça. Et moi, c'est les revers que j'ai eu dans les communautés. Alors vous avez tout à fait raison. On est sur des risques. Je partage les risques. Sur le premier, la notion de leader, vous pouvez le gérer si le leader est vraiment finalement dans une logique lui-même complètement collaborative.
Et à partir de là, on ne va pas dire qu'on est sur un modèle 100% autonome en autogestion, mais dans l'esprit un petit peu finalement. Je pense qu'il faut accepter de donner les clés de la communauté à chaque personne. Chaque personne a un peu la clé finalement de la communauté. Et ainsi, vous aurez moins de charge mentale, vous serez moins mis sous pression parce que vous ne pouvez pas tout connaître. Et peut-être ça peut permettre de faire perdurer un modèle tout en ayant conscience qu'effectivement, à un moment donné, il doit évoluer et peut-être il doit mourir. Et sur le deuxième sujet, c'est vrai aussi, je partage quelque part, sur la forme rejoint le fond. C'est-à-dire, effectivement, vous allez plutôt essayer de tirer le groupe vers le haut, donc présenter des réalisations, présenter des choses nouvelles. Mais quelque part, ce que vous soulignez, ça vous oblige à faire le lien avec ceux que vous voulez embarquer. Et c'est sûr que la partie communication ne suffira pas. C'est-à-dire que derrière, il faut clairement avoir en tête la trajectoire de chacun, comment ils vont évoluer individuellement, comment ils peuvent évoluer individuellement, comment cette évolution sera cohérente avec celle de la structure. C'est des sujets compliqués. On n'a jamais la réponse complètement à l'instant T, mais avoir une vision globale, avoir un cap que l'on va peut-être faire évoluer régulièrement, je pense que ça peut aider à créer un lien, effectivement, avec des personnes qui pourraient se sentir exclues, avec bien sûr les limites du modèle, clairement. Et en dernier ressort, il y a le niveau individuel, c'est-à-dire que des personnes qui seraient vraiment en dehors du cadre, ça pose deux questions, c'est le cadre lui-même, la communauté, mais peut-être la personne aussi. Et là, le niveau individuel permet de l'adresser à tout point de vue et de continuer. Pour moi, une bonne animation doit permettre de maintenir chaque personne dans le groupe tant qu'il y a une raison d'y être quelque part. Alors, ce n'est pas évident, c'est un enjeu partagé, on ne peut pas gagner tout le temps, mais ça restera l'idée. Je propose maintenant à la communauté des testeurs qui est ici d'aller partager vos connaissances autour d'un verre et de petits fours. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement à manger. On va le découvrir ensemble. Donc le buffet se trouve... alors, je vais présenter... Ah. Excusez, juste une petite seconde. Pardon, attendez. Ne partez pas tout de suite. Merci pour la présentation. Donc, déjà, je voulais vous remercier.